Bienvenue dans Une semaine dans le monde, c'est toute l'actu de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale pour Cartooning for Peace. Sylvain Attal, bonsoir Sylvain, directeur adjoint chargé des nouveaux médias à France 24. Yvan Rioufol, bonsoir. Yvan, éditorialiste au Figaro et auteur de deux ouvrages. Vous me faites peur hein, quand je vois les titres, c'est un peu apocalyptique. Vous avez raison. La guerre civile qui vient. Bon. C'est pour réveiller tout le monde. Alors ça, je n'en doute pas. Pierre-Guillaume Deroux. Et la nouvelle révolution française, c'est aux éditions... Ce sont mes bloc-notes de l'année dernière. De Passy. Voilà. Moustapha Tossa, bonsoir Moustapha, bonsoir, rédacteur en chef adjoint à Radio Monte-Carlo Doualia. Nous sommes bientôt à un an de la présidentielle, alors que le président est au plus bas dans les sondages, 17% de cote de popularité. Eh bien, François Hollande a répondu jeudi soir à nos confrères de France 2 et à 4 citoyens. Le président de la République a tenté de convaincre de ses choix politiques, de la cohérence de son action. Alors, le défi a-t-il été relevé? Écoutez tout de suite les réactions politiques au lendemain de cette prestation télévisée. Alors, je n'ai pas été déçu parce que je n'attendais pas grand-chose de cette interview. Je crois comme la plupart des Français qui ont regardé ou pas regardé. Qu'est-ce qui m'a plu objectivement? Non, c'est difficile de vous dire parce qu'il n'y avait aucune annonce. Même dans ses réponses aux Français, puisqu'il s'agissait de dialogue, il n'y avait aucune réponse concrète. Et on a vu un homme extrêmement confus dans la manière dont il présentait les choses, commettant en plus des erreurs de chiffres qui ont choqué tout le monde. Dire que le chômage des jeunes est au niveau européen alors qu'il est 5 points de plus que le niveau européen, hélas, il a dit pas une manière très glorieuse de présenter les choses. Je pense que ce type d'émission est toujours très difficile et longue. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Il faut le faire. Et cet exercice, aussi long qu'il a pu être, est nécessaire dans le sens où il faut toujours s'expliquer. Sylvain Attal, vous avez été convaincu hier soir quand vous avez vu François Hollande? Ah, je croyais que vous alliez me parler de Léa Salamé, parce qu'il y avait aussi les débuts de Léa Salamé face à François Hollande. Non, ça, très sérieusement. Convaincu par quoi? Par sa prestation, est-ce qu'il vous a convaincu? On dit souvent que François Hollande manque de vision, qu'il n'y a pas de cohérence de son action politique. Est-ce que hier soir, vous avez le sentiment, quand vous avez éteint votre télé, et vous avez dit « je vois la vision de François Hollande, je vois où il veut aller le président de la République ». La réponse est dans votre question. Disons que les interventions des chefs d'État, ça fait déjà un moment que ça dure, parce que c'était comme... un peu moins peut-être, mais c'était déjà comme ça avec Sarkozy, ne sont plus ce qu'elles ont été. Il y a une forme de banalisation assez insupportable. Moi, je trouve personnellement dans cette espèce de discussion avec des Français, d'ailleurs soigneusement triés sur le volet, il y a un abaissement de la fonction présidentielle, à mon avis. Ça oblige le président à rentrer dans des détails qui ne sont pas du niveau, à mon avis, d'un président de la République. Donc ça, c'est la première réflexion que je me fais, mais que je me suis fait déjà dans d'autres occasions semblables. Et qui ne sont pas, et qui permettent pas, même s'il en avait une, qui ne permettent pas de l'avoir. Non, disons que ça va très vite parce qu'il n'y avait pas grand-chose à relever. Au fond, François Hollande pouvait soit se dire, compte tenu de son niveau de popularité, foutu pour foutu, je vais, en faisant de la pédagogie, aller au bout de ma logique et expliquer que les réformes qui sont bonnes pour la France, on va aller au bout et on va les faire dans l'année qui reste, et peu importe mon destin personnel, soit commencer à préparer sa campagne électorale. Mais il a choisi la deuxième solution. Parce que quand il nous dit on verra à la fin de l'année, bon, tout le monde a très bien compris qu'au fond, il trouvera toujours quelque chose dans les chiffres pour expliquer qu'effectivement la courbe du chômage a commencé à s'inverser, etc., pour expliquer qu'il est quand même candidat. Donc je trouve que c'est assez dommage parce que les fins de mandat présidentielles peuvent avoir soit peuvent être du temps perdu parce qu'effectivement on se préoccupe uniquement de faire plaisir à certaines catégories électorales qui sont les vôtres, soit au contraire elles peuvent être, comme l'avait fait Schröder par exemple en Allemagne, l'occasion d'aller à fond dans les réformes et de faire le bien de son pays. Voilà, donc je trouve ça dommage. Yvan Rioufol, vous aussi vous trouvez ça dommage? Vous trouvez que c'était un exercice pour rien hier soir? Il aurait pu s'en passer. Il aurait pu s'en passer, mais cet exercice, pour lui, était de dire qu'il était candidat à la présidentielle de 2017. Tout le monde l'a compris et tout était fait pour convaincre du fait qu'il serait candidat. Même s'il va annoncer cette décision à la fin de l'année, d'ailleurs avec une incohérence, parce qu'il nous dit qu'un quinquennat fait 5 ans, mais malgré tout, il terminera son quinquennat dans 4 ans. Et donc, sans avoir d'ailleurs les bénéfices ou plutôt les bilans négatifs du chômage sur lequel il s'était engagé. Donc, on ne saura pas les chiffres du chômage de 2017 qui auraient pu prévaloir
à sa décision de se présenter ou pas. Il le fera avant. Donc, il manigance, il bidonne. Et dans le fond, ce qui est apparu hier soir, ce qui m'est apparu à moi, c'est la mise en scène de ses propres faiblesses. C'est-à-dire qu'on le voit bien qu'il n'écoute pas ses interlocuteurs. D'ailleurs, j'ai trouvé que les 4 intervenants, contrairement à ce que vous dites, je trouve que les 4 intervenants étaient utiles, parce que d'abord, sa fonction s'est abaissée, mais ça, c'est depuis longtemps que la fonction présidentielle s'est abaissée, et que ces Français-là représentaient d'ailleurs, dans le fond, la supériorité maintenant qu'ont les Français par rapport à leurs dirigeants. C'est un petit peu ça ce qui apparaissait en contraste. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les 4 intervenants étaient beaucoup plus intéressants dans ce qu'ils avaient à dire, dans les messages qu'ils avaient à passer, que le président de la République lui-même, qui récitait dans le fond des mantras, qui récitait en tout cas ses propres convictions, sans rien comprendre de ce qu'on leur disait. C'était flagrant, naturellement, avec cette chef d'entreprise qui disait qu'il ne pouvait pas, qu'elle voulait qu'on l'aide à embaucher, et lui qui parlait du coût du travail, ce qui n'avait aucun rapport, et sur les autres de la même manière. Et donc, j'ai naturellement été déçu. Je ne pense pas que les Français aient pu être convaincus, sinon peut-être la gauche, à qui, effectivement, ce discours s'adressait peut-être. Mais je remarque que même pas certain, mais encore peut-être même pas, et en tout cas, je remarque que non seulement sa cote de popularité s'effondre, mais l'audimat s'effondre également, car 3 millions de personnes, je crois. 3 millions et demi, ce qui est peu. Alors que la dernière intervention télévisée, je crois qu'on était à près de 8 millions, c'était en 2014 sur TF1. Ce qui est peu. Et le grand paradoxe, dans le fond, parce que je le regardais aussi un petit peu pour ça, c'est que nous vivons quand même 2 grandes crises majeures. La crise du chômage, d'une part, et la crise du terrorisme, d'autre part. Or, sur ces 2 sujets, il n'a rien dit. Il n'a pas abordé le chômage. Il a même oublié de dire que le chômage montait. Et sur le terrorisme, le terrorisme et le terrorisme islamiste singulièrement, il l'a également édulcoré. Donc on est resté sur sa faim en voyant un président qui n'avait pas de solution parce qu'il ne se posait pas les problèmes. D'ailleurs, c'est la manière la plus simple de ne pas aborder de solution. Bon, Moustapha, est-ce que vous allez nous dire que vous avez été quand même un petit peu convaincu, vous allez un peu le défendre, ce président de la République, parce qu'on trouve plus beaucoup de monde, malheureusement. Justement, en préparant cette émission, j'ai essayé un peu de chercher dans la presse et dans les réseaux sociaux, sur les sites d'information, un article qui dit du bien de François Hollande de cette émission. Vous en avez trouvé un ? J'en ai pas trouvé. Même l'éditorial du Monde de ce soir, qui essaye un petit peu de rééquilibrer ce Hollande bashing qui s'est emparé de la classe politique et de la presse, en quelque sorte, dans sa conclusion, il est aussi assassin. Moi, je crois que de toute façon, Hollande a eu une forme de courage de se prêter à ce jeu, de monter sur le stand de tir. Critiquer Hollande maintenant devient le sport national. Et lui, il a l'air d'encaisser d'une manière qui veut dire que voilà, je suis là, 4 ans après, je suis là, je suis content de mon bilan, ça va mieux. C'est l'idée principale qui a été véhiculée. Alors pour moi, il y a eu quand même 2-3 informations intéressantes sur la gouvernance Hollande. La gouvernance Hollande dans leur rapport avec Manuel Valls. On a eu la confirmation qu'on est en présence d'une forme de cohabitation à la tête de l'exécutif. Il y a une crise, une tension entre les 2 hommes, et on l'a senti. Et vous avez senti ça quand il a désavoué sur le port du voile, sur le voile, à l'université, avec un tel désaveu que si les 2 hommes s'entendaient réellement, il aurait choisi les formes pour le désavouer. On peut dire que c'est une répartition des rôles aussi. Voilà, on peut dire ça, mais moi j'ai senti qu'il y avait une tension entre les 2. Et le deuxième élément important, c'est avec Emmanuel Macron. Et là, on est en train de se poser la question, à quoi joue Emmanuel Macron? Et est-ce qu'il le fait avec le feu vert de l'Élysée et de François Hollande? Dans ce cas-là, ils sont en train de mettre le feu à la boutique et de brûler toutes leurs chances d'un second mandat. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas déjà le feu à la boutique? Non, où il le fait contre la volonté de François Hollande, et là, le président est affaibli. Et encore plus, un autre symbole aussi d'affaiblissement de la fonction présidentielle. C'est vrai que Sylvain Attal avait fait allusion à notre confrère Léa Salamé. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un journaliste dire à François Mitterrand, c'est une plaisanterie ce que vous dites, on n'aurait jamais pu l'imaginer, mais on le fait avec François Hollande. Ça nous donne l'épaisseur de l'affaiblissement de la fonction présidentielle, même sur un plan médiatique, même sur un plan politique. Et ça, c'est grave, et ça craint pour l'avenir et pour la fonction présidentielle elle-même. Alors, si on veut dire du bien, dire quelque chose de positif, tout ça ne veut pas dire que Hollande a perdu complètement toutes ses chances d'être candidat, bon, ça dépend de lui, et même de remporter un 2e mandat. Ça va dépendre de tellement de choses, la droite est tellement divisée que tout peut arriver, en fait. Et puis, à gauche, il n'y a pas vraiment d'alternative. Même Macron lui-même sait très bien que ce sera trop tôt. Et quant à Valls, nous a expliqué que sa stratégie consistait à se présenter uniquement si Hollande n'y allait pas. Alors après, qui vous voulez envoyer de crédible? Montebourg, bon, ça va faire un peu léger quand même. Oui, donc, il s'est mis en scène comme étant un roc, comme étant une
sorte de citadelle imprenable. Et le message, en effet, je suis d'accord avec vous, le message était en fait destiné également à Macron et à Valls pour leur dire de se calmer, que s'il voulait avoir sa place, il ne la donnerait pas. Donc il y a en effet ce côté-là, qui peut être un côté positif de sa personnalité, c'est-à-dire qu'en effet, il est assez courageux, je ne vois pas très bien où est le courage dans le fond, mais enfin, en tout cas, il s'affirme alors que tout le monde lui tire dessus, et il s'affirme dans ses convictions. Mais je ne pense pas que cette posture-là puisse convaincre, au bout du compte, ceux qui viendront dans les urnes ensuite pour mettre un bulletin. C'est vraiment le secteur dans lequel Hollande est excellent, c'est d'étouffer ses rivaux potentiels. Ça, depuis qu'il est secrétaire du PS, il applique son savoir-faire. Et en effet, c'est une sorte de savoir-faire. Mais je pense, mais ses limites sont dans son propre bilan, parce qu'il va falloir revenir quand même au bout du compte à son bilan. Et son bilan n'est pas ce qu'il... Vous parlez, Yvan Rioufol, quand même d'une absence de courage, mais d'une certaine manière, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est aussi une forme de courage, finalement, d'avoir quand même... Non, je dis, vous m'avez mal compris. Non, je disais que c'était, au contraire, il mettait en scène chez lui son propre courage, mais d'assumer un bilan qui était un bilan catastrophique. Il faut quand même un certain courage. Ce qui n'est pas très courageux, c'est aussi de renoncer, de reculer sur un certain nombre de réformes. C'est-à-dire, tout le monde avait salué qu'au fond, il y avait une certaine forme de courage d'avoir lancé ces réformes libérales, dans le tournant, même, en gros, qui a coïncidé avec la nomination de Valls, etc. Et là, aujourd'hui, de revenir sur le thème du modèle social français, alors que tout le monde sait très bien qu'il est non seulement injuste, mais inefficace, c'est un retour en arrière. Le fait de dire j'aurais pu aller encore plus vite, ça m'a fait sourire quand même, quand il dit j'aurais pu aller encore plus vite, alors que ce qu'on lui reproche justement, c'est d'avoir été trop lent, d'avoir perdu les 2 premières années de son quinquennat avec des réformes qu'il aurait dû lancer, qui étaient des réformes de début de quinquennat, tout le monde le dit. Donc voilà, ça c'est quand même moyennement courageux de ne pas profiter de cette dernière année en allant jusqu'au bout, en se sacrifiant son destin, en disant voilà, je serai un président d'un seul mandat, mais au moins j'aurais fait quelque chose d'utile pour le pays. Il a expliqué lui-même les limites de sa méthode en disant qu'il recherchait à chaque fois l'équilibre, c'est-à-dire le compromis, c'est-à-dire les solutions bancales. Et on est en effet sur tous les sujets, si on les regarde de près, nous sommes dans l'équilibre, dans le compromis et donc dans l'insatisfaction et des uns et des autres. Et donc pour ça qu'il n'y a pas de ligne claire, et même sur ces prises de position, ces engagements électoraux, ils ont tous été amendés, plus ou moins, faits à moitié ou à 40%. Mais c'est peut-être là où est son courage. C'est-à-dire qu'il avait fait un programme qui n'est pas appliqué par la suite, mais dans le fond, il a fait des réformes que d'autres ont fait en Italie, en Espagne, et qui ne sont pas des réformes, dans le fond, de gauche, enfin de la gauche, en tout cas. On peut lui accorder, si on veut cesser d'être méchant systématiquement, on peut lui accorder en effet d'avoir commencé à briser les carcans dogmatiques. Mais enfin, il est peut-être le seul d'ailleurs à l'avoir fait, d'être allé aussi loin finalement. En brisant ces carcans. Tout est relatif, il va beaucoup moins loin. Il ne va pas si loin que ça, malgré tout. Regardez sur cette loi idiote qui maintenant va taxer les contrats à durée déterminée afin de décourager davantage encore les chefs d'entreprise. Donc il fait tout à moitié et il le fait mal en plus. Il y a aussi un élément de réflexion dans sa réponse aux jeunes qui représentaient le Front National quand il lui a dit que le médecin peut tuer le malade ou le remède peut être pire que le mal. Ça aussi, ça révèle aussi une démarche chez lui, parce que déjà dans sa tête, et d'ailleurs Sylvain a fait allusion, parce qu'il n'y a pas à droite quelqu'un qui s'impose naturellement, Sarkozy ne convainc pas, Alain Juppé n'entraîne pas les foules, Bruno Le Maire n'excite pas des enthousiasmes, donc il n'y a pas à droite. Alain Juppé a quand même une très forte cote de popularité aujourd'hui. Oui, mais pour le moment, mais d'ici 2017, les choses peuvent changer. Donc déjà, il se projette dans le fait que le candidat socialiste sortant peut être au second tour avec la candidate, la représentante du Front National. Et dans ce cas-là, le boulevard de l'Élysée pour un second mandat est ouvert devant lui, parce que justement, le médecin peut tuer le malade avec ses remèdes. Il y a une chose que je trouve qu'il faut souligner aussi, c'est que cette phrase « la France va mieux », ça m'a paru quand même comme assez presque arrogant en fond, parce qu'il est face à des Français qui, eux, ont toutes les raisons de penser qu'eux ne vont pas mieux, et dit « la France va mieux ». Je pense que tous les gens qui, pour des raisons X ou Y, pensent qu'ils ne vont pas mieux dans leur vie, entendant ça, doivent être encore plus furieux, encore plus frustrés. Et à mon avis, c'est même une faute politique impardonnable, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme présumé intelligent comme il l'est, naturellement il est, puisse dire une contre-vérité telle que celle-ci, alors que le chômage a augmenté de 700 000 personnes. Peut-être que quand on... Mais même indépendamment des chiffres, c'est tellement subjectif. Si vous voulez, la France va mieux, chacun se dit, est-ce que moi je vais mieux ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il mettait en scène ses propres insuffisances et notamment son déni des réalités. On voit bien que c'est un homme qui est non, il faut que Laure nous montre ses dessins. En tout cas, ce qu'on peut dire sur la présidentielle, c'est Jérôme Sainte-Marie qui le disait hier, et il n'avait pas tort. Il a dit, il a une bonne étoile quand même,
François Hollande. Et en plus, il a toujours bien cru à sa bonne étoile, Ça à la n'a rien à voir, baraka. c'est ce que je disais, ça n'a rien à voir. Là, on parlait plutôt de la La baraka de Hollande, je ne vois pas. Il a été élu président à cause d'un accident new-yorkais. Il peut très bien être réélu. Il n'a pas de baraka, seulement en fait qu'elle va revenir. Les dessinateurs disent sommairement à peu près la même chose. On a ce premier dessin de Dilem, dessinateur algérien. Au plus bas, je ne sais pas si on le voit à l'écran, au plus bas dans les sondages, Hollande s'adresse aux Français. On voit le petit Français avec le béret légendaire qui se penche comme ça dans l'écran pour essayer de l'apercevoir au fin fond du trou. On t'écoute. Cet autre dessin de Gillot, pour Gillot, cet exercice de style a surtout servi au président à tenter de s'auto-convaincre, mais de là à convaincre évidemment les Français. Positive attitude, miroir, oh mon beau miroir, suis-je toujours le plus beau, se demande en se regardant dans cet écran. Un autre dessin de Soa, dessinatrice franco-libanaise, qui justement souligne le décalage dont on parlait à l'instant entre le ton présidentiel et puis la réalité vécue par les Français. Cette politique de l'autruche, le président Hollande disparaît dans sa flaque, tout va bien, et puis on voit une Marianne, ma foi, un peu grognon. Cet autre dessin de Mikaïen, dessinateur franco-tunisien, François Hollande dira à la fin de l'année s'il sera candidat en 2017. Le suspense est insoutenable, dit un monsieur qui est en train de faire la queue à Pôle emploi. Donc, voilà, on voit que la queue à Pôle emploi se rallonge et que l'inversion de la courbe du chômage ne semble pas pour demain. Et puis enfin, on en parlait tout à l'heure, j'aime beaucoup ce dessin de Damien Glé du Burkina Faso. Valls, Macron, on voit qu'ils se mettent des pots de bananes les uns sous les pieds des autres. Est-ce qu'ils sont les meilleurs alliés du président dernièrement? On a de quoi douter. En tout cas, il a effectivement fait passer un certain nombre de messages à ses deux collaborateurs hier soir. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour convaincre. On se retrouve dans quelques minutes après le rappel des titres. Et là, on parlera du Royaume-Uni. La campagne pour le maintien ou non du pays au sein de l'Union européenne a été lancée ce vendredi. Et puis, nous parlerons des gros soucis de Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, qui pourrait être destituée. En tout cas, cette procédure est en cours. Les députés vont voter ce week-end. Et c'est encore une étape cruciale. Le Brésil, qui est secoué par une crise politique, sociale, économique et morale. On en parle avec nos invités dans un instant. À tout de suite.